C'est probablement ce que l'Ukraine et l'Occident se demandent après plus d'un mois de guerre et alors que les pourparlers s'enchaînent sans grand succès. Comment négocier avec Vladimir Poutine? Le 1 Hebdo se pose aussi la question cette semaine et on va tenter d'y répondre avec Julien Bisson, rédacteur en chef du 1 Hebdo. Bonsoir Julien. Bonsoir Lucie. Et avec nos invités, Dominique Moisy, géopoliticien, conseiller spécial à l'Institut Montaigne, professeur au King's College de Londres, membre fondateur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bienvenue. Gérard Chalian, géostratège spécialiste de l'étude des conflits armés et des relations internationales et stratégiques. Bienvenue également à vous. Alors, messieurs, d'abord, pour parler des mots, Dominique Moisy, je viens d'utiliser le mot pourparler. Est-ce qu'il y a une différence entre pourparler et négociation ou est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire les deux quand on voit ce qui se passe dans cette question de la guerre en Ukraine? Je crois que c'est une distinction sémantique. En réalité, le pourparler, dans l'esprit de Poutine, correspond à deux choses. Pour gagner du temps et pour essayer de semer le trouble et la division chez les adversaires. Mais on n'est pas dans une négociation, clairement. On n'est pas dans une négociation. Je crois que, pour revenir à ce qu'on avait dit précédemment, pour que Poutine négocie vraiment, il doit se sentir dans une relation de force positive à l'égard de ses adversaires. Tel n'est vraiment pas le cas après 35-36 jours de combat. Donc, on ne peut pas prendre au sérieux sa volonté de négociation. Je crois qu'il faut replacer les mots triomphalistes de Erdogan dans un contexte essentiellement turc. Il était ravi de dire « Regardez, je réussis où tout le monde a échoué ». Mais il faut regarder la réalité en face. Il n'a pas plus progressé que les autres. Vous êtes d'accord, Gérard Chalian, il ne faut pas prendre au sérieux ce qui se passe encore dans ces négociations? Je suis tout à fait d'accord avec Dominique Moisy, mais je voudrais ajouter aussi que du côté américain, comme du côté ukrainien, on n'a pas du tout envie non plus de discuter sérieusement. Il n'y a aucun doute, M. Zelensky ne veut rien lâcher. Il se sent en position relative de force, c'est-à-dire qu'ils ont tenu au-delà de ce qui était espéré. Les Américains lui ont fait comprendre que, ma foi, c'est une excellente occasion de faire saigner l'adversaire, de lui faire réduire ce qu'il aurait aimé empocher. Il a eu l'intelligence de ne pas dire « voilà mes buts de guerre ». Donc aujourd'hui, il peut jouer avec le Donbass et la Crimée. Mais enfin, il était beaucoup plus gourmand que cela. Aujourd'hui, il est obligé de réduire ses desiderata à un strict minimum et à gagner du temps pour sauver la face, ce que les Américains ne veulent pas. On va lui faire payer. Il y a un changement à Washington. Monsieur Biden, qui au début était très prudent, bon, maintenant il sait qu'on ne va pas faire de guerre nucléaire, on ne va pas faire de guerre chimique, mais on va faire la guerre. Et monsieur Poutine va devoir payer. Alors, on reviendra évidemment dans un instant sur les conditions d'une éventuelle négociation, sur le statut de neutralité de l'Ukraine. Mais vous avez dit quelque chose de très intéressant au début de votre propos, à savoir les freins viennent des deux camps, en fait. Et justement, j'aimerais qu'on écoute Volodymyr Zelensky qui s'exprime sur une potentielle sortie de crise. Est-ce qu'il est optimiste ou pas? Regardez. Je crois que la guerre peut rapidement se terminer. C'est seulement Poutine et son entourage qui la retardent. Dominique Moisy, Volodymyr Zelensky dit « ce n'est pas ma faute, c'est simplement Poutine qui ne veut pas négocier ». Est-ce qu'il est tout à fait sincère? Honnêtement, oui. Je diffère là-dessus de Gérard Chalian. Il a mis en avant des concessions considérables, en réalité. Il a dit « d'accord, je n'entrerai pas dans l'OTAN ». Il a laissé entendre ensuite que peut-être il accepterait une forme de négociation à long terme sur les territoires que contrôlait déjà la Russie avant le 24 février. La Crimée et la partie est du Donbass. Donc il est, me semble-t-il, dans une position de négociation réelle. Mais ce qu'il propose est pour le moment inacceptable aux yeux de Poutine. Ce serait reconnaître qu'il a fait une guerre pour rien, pour si peu en tout cas. En ce qui concerne Joe Biden,
je dirais que il appelle un chat, en traitant Poutine de boucher. On vient de parler de la situation à Mariupol. Est-ce que ce n'est pas vraiment une sale guerre à laquelle on est confronté? Et quelle est la part d'émotion sincère et quelle est la part de calcul dans l'esprit de Vladimir Poutine? Je lui donne le bénéfice du doute. Et je pense qu'en réalité, il a dit ce qu'il ressentait réellement. Et en le faisant, bien entendu, il répondait à cette opinion publique américaine qui, en fait, voudrait que l'Amérique en fasse plus, y compris, bien entendu, les républicains qui se sont temporairement réconciliés sur la guerre en Ukraine avec les démocrates. Mais on lui a reproché ces mots de boucher. On a même dit que ça pouvait peut-être compliquer les négociations, ça pouvait, d'une certaine façon, énerver Poutine. Gérard Chaliand, vous pensez que ça peut énerver Poutine qu'on le traite de boucher? Je pense que la guerre va durer. C'est-à-dire que la volonté de déboucher sur un compromis, ni d'un côté ni de l'autre, ne me paraît prête. Et certainement pas du côté des Ukrainiens qui ont le sentiment, à tort ou à raison, qu'ils ont en quelque sorte moralement gagné. Mais ça veut dire que les déclarations de Volodymyr Zelensky qui dit finalement que parfois il est ouvert à un cessez-le-feu, toutes les conditions que vous avez rappelées, ça veut dire quoi? C'est de la poudre aux yeux, ça? Il joue un jeu comme Vladimir Poutine joue un jeu, selon vous? Pour moi, Zelensky est un monsieur très habile qui essaye de sauver le maximum de ce qu'il peut sauver et il colle le plus possible aux États-Unis et il va tirer le maximum de cette alliance et il ne veut rien lâcher, si possible, pour que Poutine s'en aille. C'est-à-dire qu'on va lui faire la vie la plus compliquée possible. Dominique Moïsi. Je dirais ne pas perdre la guerre. Pour l'Ukraine, c'est la gagner. Ne pas gagner la guerre pour la Russie, c'est la perdre. On parle de changement de régime, mais rappelez-vous, au début du conflit, Poutine a traité Zelensky de nazi, ce qui est quand même original pour un président juif dont les grands-parents sont disparus dans l'Holocauste. Et donc, personnellement, et je comprends bien la critique du président Emmanuel Macron, je n'aurais pas employé ces termes, mais je suis plus choqué par les images de Mariupol que par les mots de Biden. Pour abonder dans le sens de potentielles complications ou d'une guerre qui dure, en tout cas, un dépôt de pétrole de Belgorod, à 40 km à l'intérieur des terres russes, a été attaqué par 2 hélicoptères qui seraient ukrainiens, dit la Russie, faisant 2 blessés parmi les employés. À ce stade, l'Ukraine n'a ni infirmé ni confirmé qu'il s'agissait d'hélicoptères ukrainiens. Le Kremlin qui juge que cette attaque va peser sur les pourparlers, pas forcément positif, du coup, c'est bien ce qu'on comprend entre les lignes. Est-ce que vous analysez ces propos comme quelque chose qui a été pris au vol, une attaque qu'on attribue de toute façon à l'Ukraine pour justifier de ne pas avancer dans les pourparlers, Gérard Chaliand? Je crois qu'on se sert des événements à son profit, oui. Le fait nouveau, si j'ose dire, c'est que la Russie n'a pas le contrôle des airs, contrairement à ce qu'elle dit depuis très longtemps. Et cet incident, entre guillemets, est relativement humiliant pour l'armée russe. Et les Ukrainiens se comportent comme des Israéliens. Ils ne confirment pas, ils ne démentent pas. C'est ce. Et ça a quel intérêt dans ce genre de contexte? Comment? Ça a quel intérêt dans ce genre de contexte? De ne pas confirmer, de ne pas infirmer? Ça sert à quoi? De laisser le doute sur ce qui s'est passé. Nous ne disons rien. C'est comme après les incidents, entre guillemets, qui peuvent intervenir en Iran, quand des centrales nucléaires sautent, quand des systèmes disjonctent. Nous ne confirmons pas, nous n'infirmons pas. Vous disiez, Gérard Chaliand, on se sert de certains événements quand ça nous profite. Est-ce qu'il y a justement des événements qui peuvent être décisifs dans l'ouverture de véritables négociations? On a dit, pour l'instant, c'est peut-être pas très sérieux. À quel moment ça peut l'être? Est-ce qu'il y a des conditions pour que ces négociations rendent véritablement dans quelque chose de plus sérieux? Pour M. Poutine, il y en a. La chute de Mariupol, par exemple, c'est un bon moment pour négocier.
Bon, maintenant, pour l'instant, Mariupol tient. Deuxièmement, en ce qui concerne l'attitude générale de M. Zelensky, on n'a pas le sentiment que même la chute de Mariupol va le mener à une négociation, disons, où il reconnaîtrait en fin de compte qu'il a perdu un petit morceau de ce qu'il contrôlait à la veille du 24 février. Alors, une des choses qui est sur la table dans ces pourparlers, ces négociations, c'est la question de la neutralité. C'est justement le mot de la semaine que Julien Bisson a choisi et on va en parler ensemble. Oui, le mot de neutralité, qui est un concept clé qu'on a beaucoup évoqué ces dernières semaines dans ces négociations entre la Russie et l'Ukraine, concept renforcé par la déclaration de Volodymyr Zelensky lui-même, qui a concédé dimanche dernier que la question de la neutralité de son pays était étudiée en profondeur. Mais qu'est-ce que signifie ce mot neutralité et pourquoi est-il si conflictuel ? Eh bien, la neutralité, c'est bien du latin neuter, qui signifie ni l'un ni l'autre. Politiquement, ce statut de la neutralité a été codifié par les conventions de La Haye en 1907 et énonce certaines interdictions, interdiction d'installer des bases étrangères sur son territoire, interdiction d'engager des soldats sur un terrain de conflit étranger, interdiction de rejoindre une alliance prévoyant une assistance militaire mutuelle. En retour, le pays neutre, comme la Suisse ou l'Autriche par exemple, va pouvoir disposer de certains droits, à commencer par l'inviolabilité de son territoire. Mais il ne faut pas confondre neutralité et non-alignement. Un pays non aligné, comme la Suède ou la Finlande, par exemple, se contente de ne prêter allégeance à aucun bloc militaire. Alors il se trouve que Vladimir Poutine a évoqué à la fois les modèles autrichiens et suédois, qui, on vient de le voir, recouvrent deux conceptions de la neutralité différentes. Alors on pourrait se demander, Dominique Moisy, à quoi pourrait ressembler la neutralité de l'Ukraine dont discutent les deux parties ? La neutralité, selon Zelensky, c'est plutôt le modèle suédois, une neutralité armée, modèle suisse, mais à la différence de la Suisse, une Ukraine qui serait devenue membre de l'Union européenne et qui aurait, à travers cela et au-delà, des garanties de sécurité internationale. Donc c'est une neutralité qui est quand même clairement dans un camp. C'est pas du tout le non-alignement. En fait, ce que voudrait Poutine, c'est une finlandisation, mais dans le sens soviétique du terme, d'une Ukraine qui deviendrait une sorte d'État tampon, au mieux, vassalisé par Moscou. Finlandisation, c'était l'État de la Finlande dont la politique étrangère, après la Seconde Guerre mondiale, était largement dictée par l'URSS. On parle des garanties de sécurité. Tout indique que le conflit va continuer. Parce que sur ces bases-là, il n'y a rien à négocier que faire semblant de parler. Mais le conflit va continuer. On va voir qui va se fatiguer le premier, qui va marquer les points dans les semaines à venir. Quel pays pourrait être justement les garants de la sécurité de l'Ukraine ? On comprend que l'Ukraine n'a pas envie de se démilitariser. Les garants, c'est déjà les États-Unis qui ont armé de façon très rapide et considérable les Ukrainiens en armes anti-tanks, le cas échéant en armes anti-aériennes. Il y a eu aussi des gens qui sont rentrés, des militaires, des professionnels. En d'autres termes, on a solidement épaulé cet État dont il n'était pas question qu'il s'effondre. Et dans ces conditions-là, on ne va pas céder parce que on ne voit pas pourquoi M. Poutine terminerait la guerre en pouvant retourner chez lui en prétendant qu'il a gagné. Voilà. Et on a la sensation du coup qu'il n'y a vraiment pas d'entre-deux de négociation entre la neutralité que convoque l'Ukraine et ce que voudrait la finlandisation dont vous parliez, que voudrait Moscou. Est-ce qu'effectivement, il y a un fossé entre ces deux visions et il n'y a aucun moyen, aucun modèle d'entre-deux, ou il y en a mais on n'en a pas encore discuté ? Non, alors je crois que le point décisif, c'est le facteur temps. Et dans une guerre, le temps n'est pas galant homme. Parce que le temps, ça veut dire toujours plus de victimes. Ça veut dire pourquoi s'arrêter dans ce compromis si misérable alors qu'on a sacrifié tant de vies. Et puis se posera classiquement la question des réparations. Qui va payer pour les villes détruites ? Est-ce que ce sera le pétrole ou le gaz russe que l'on va affecter directement à la reconstruction de Mariupol ou de Kharkiv? Qui va payer devant les tribunaux
pour les crimes de guerre qui ont été commis. Donc je dirais, on voit bien le compromis. C'est que la Russie revienne dans la situation où elle se trouvait le 23 février 2022. Mais aujourd'hui, on n'a pas la sensation que ça puisse arriver. Mais aujourd'hui, c'est rationnel, c'est logique. La communauté internationale reconnaît plus ou moins officiellement le contrôle de la Russie sur la Crimée et sur l'est du Donbass. Mais on retrouve le problème de Poutine. Est-ce qu'il s'est vraiment battu pour ça? Et il devra rendre des comptes à son armée, à sa société. On sent quand même, de manière très directe, que le peuple russe suit peut-être Poutine. Les sondages montrent qu'il y a eu un rebond de sa popularité depuis le 24 février, comme il y avait eu un rebond très fort de sa popularité après l'annexion de la Crimée en 2014. Mais on sent que les élites russes commencent à avoir des doutes très sérieux. Elles n'osent pas l'exprimer, mais par leur silence et par leur non-dit, elles nous disent à nous, occidentaux, ce n'est pas notre guerre, c'est la guerre de Poutine. Mais juste, pardon, allez-y Julien. Vous parlez de la question du temps et du facteur temps, justement. On a dit juste avant que Poutine cherchait à gagner du temps dans ces négociations. On a aussi dit ces dernières semaines que le temps pouvait jouer contre Poutine parce que l'armée russe était enlisée, que l'armée russe ne disposait pas forcément de tous les renforts dont qu'elle pouvait espérer. Alors, à qui profite le temps dans cette guerre? La question est excellente. On pourrait dire que le temps ne travaille pas pour M. Poutine. On pourrait aussi dire que le temps a beaucoup travaillé contre les Ukrainiens parce qu'ils ont payé très cher. Donc, rien n'est joué. Ils vont continuer à s'affronter parce que déboucher sur un compromis, ce n'est pas aujourd'hui l'heure de s'entendre sur quelque chose de raisonnable de part et d'autre. Oui, mais si je peux rajouter à ce que vient de dire Gérard Chaliand, je dirais qu'il y a un facteur qu'on n'a absolument pas abordé en ce moment, qui est la vérité contre le mensonge. Plus la guerre dure, plus les cercueils reviennent en Russie, plus les soldats traumatisés reviennent dans leurs familles, parlent à leurs proches, plus il sera difficile à Poutine de cacher la réalité. La Russie n'est pas la Corée du Nord et ne peut pas le devenir. Donc sur ce plan-là, le temps ne joue pas en faveur de Poutine. Mais qui peut faire pression sur Poutine alors? Vous avez dit la société russe aujourd'hui est incapable de le faire. Est-ce que ça peut être d'autres pays, les pays occidentaux, la Chine? Est-ce que d'autres États peuvent aujourd'hui avoir un levier sur Poutine? Pour l'instant, je ne pense pas. Les États-Unis n'y tiennent pas. Je crois que les États-Unis préfèrent que la défaite de M. Poutine soit avérée plutôt que d'être transformée en une pseudo-réussite. Il faut aussi ajouter qu'il y a des différences considérables dans les chiffres des pertes. Par exemple, les Russes ont annoncé officiellement on a perdu 1351 hommes. Les Américains ont dit ils ont perdu 10 000 hommes. Et les Ukrainiens nous disent ils ont perdu 15 000 hommes. Bon, moi, qui dois-je croire? Je veux dire, je serais plus près du chiffre américain, mais enfin, on reste quand même dans du vague. C'est aussi une bataille de la communication, finalement. La bataille de la communication, c'est très important, parce que Zelensky est très bon. Il est en plus largement aidé par les médias occidentaux, qui, d'une façon générale, jouent sur l'émotion avec les victimes, etc. Jouent également sur l'horreur de la guerre, la crainte de quelque chose qui débouche sur l'apocalypse, etc. Tout ça compte. Mais enfin, pour l'instant, nous ne marchons pas vers un arrangement. Je n'y crois pas. Dominique Moïsi. Non, je crois qu'il y a un pays qu'on n'a pas mentionné et qui s'impose à ce moment de notre discussion, c'est la Chine. Le seul pays qui peut exercer réellement des pressions sur la Russie, c'est la Chine. Qui est en retrait pour l'instant. Alors, pour le moment, le discours chinois est en apparence d'une clarté absolue. Notre alliance avec la Russie est solide comme un roc. Et il le répète régulièrement. Mais de manière plus indirecte, on a des signaux
d'émissaires de Pékin qui montrent que tel n'est pas le cas, qu'en réalité, les Chinois n'ont pas intérêt à une guerre qui se prolongerait trop longtemps, qui s'élargirait trop et qui remettrait en cause la croissance de l'économie mondiale, donc la croissance de l'économie chinoise. Idéologiquement, Xi Jinping se sent peut-être proche de Poutine, mais sur un plan économique, réaliste, il ne va pas sacrifier son régime pour les beaux yeux de Poutine. Et il est effectivement important de rappeler cette place de la Chine qui pourrait avoir un rôle un peu plus important au fil des semaines et au fil de cette guerre. On va s'intéresser à présent à un sujet un tout petit peu différent avec notre équipe de Vrai ou Fake. Depuis le début de la guerre, la Russie affirme ne frapper que des cibles militaires. Cela ne vous a pas échappé. Pourtant, sur les réseaux sociaux, il y a des images amateurs et des témoignages qui permettent de prouver qu'il y a des bombardements russes qui ont bien eu lieu sur des bâtiments civils. On vous en a déjà parlé ici sur ce plateau et on continue avec cet exemple de bombardement meurtrier reconstitué par Julien Hélion de l'équipe de Vrai ou Fake. Le 3 mars dernier, dans cette ville au nord de Kiev, au moins 47 personnes sont décédées lors d'une frappe militaire russe. Le Kremlin n'a pas communiqué sur cette attaque, mais affirme régulièrement qu'il ne vise que des cibles militaires. Nous sommes parvenus à contacter Yulia, une Ukrainienne présente sur place ce jour-là. Elle explique qu'il n'y avait aucun bâtiment militaire à proximité des bombardements. Je vis à Tcherniv depuis 20 ans. Je connais parfaitement le quartier. Il est à côté de chez mes parents. C'est un endroit résidentiel. À côté du lieu des frappes, il n'y a que quelques commerces, une école et un parc pour enfants. Mais absolument aucun site militaire. Amnesty International a vérifié des images filmées juste après les attaques. Son constat est similaire. Nous avons pu authentifier par exemple qu'il y avait 8 bombes à sous-munitions qui avaient été larguées en même temps sur une zone résidentielle. Et nous avons ensuite recroisé ces informations avec des témoignages de civils. C'est une zone où de toute façon il n'y avait absolument pas de cible militaire. Ces frappes russes visaient-elles des civils ou s'agit-il de missiles qui ont raté leur cible? La Cour pénale internationale a en tout cas annoncé début mars l'ouverture immédiate d'une enquête sur de possibles crimes de guerre commis en Ukraine. Dominique Moisy, vous parliez de la question de la vérité et du mensonge. Est-ce que les révélations qui sont faites sur la Russie peuvent accentuer la pression internationale sur elle et l'isoler? Je pense que oui, quand même. Surtout pour deux grands pays que sont la Chine, que j'ai déjà mentionné, et l'Inde. Ces deux pays ont des relations privilégiées avec Moscou. Mais si Moscou devient clairement un État paria, et même peut-être un État voyou, au sens où la Corée du Nord l'est, ce sera plus difficile pour New Delhi, ou même pour Pékin, de fermer les yeux. Pourquoi le pays qui est la première démocratie au monde, l'Inde, perdrait-elle sa réputation en s'acharnant à défendre Poutine? Pourquoi la Chine, qui parle tout le temps d'harmonie, vivrait comme l'allié d'un pays qui fait de telles fausses notes sur la scène internationale comme la Russie? Alors peut-être suis-je un peu trop idéaliste, pas assez cynique, mais je pense quand même que sur ce plan-là, les bombardements systématiques sur les civils dans un pays européen auront un impact sur l'isolement de la Russie. Gérard Chaliand, vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord sur le fait que les bombardements auront un impact, d'autant plus qu'on les montre, Bon, très bien. Mais si on veut rester raisonnable, et je sais que c'est très désagréable ce que je vais dire, mais le nombre de victimes ukrainiennes est modeste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la recherche du côté russe à la volonté d'écraser, de faire le maximum possible de victimes, de terroriser, etc. Alors peut-être pas au niveau du pays, mais dans certains points très précis, comme Mariupol, par exemple, oui. là on peut dire que c'est le cas. Oui, Mariupol, c'est un cas très spécial. Mais dans l'ensemble du pays, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, en fin de compte, d'investissement de la plupart des villes, y compris la capitale. On n'a pas cherché à faire les combats de rue qui, en général, sont extrêmement
douloureux de part et d'autre. Bon, disons que quand on fera un bilan serein, un jour, bon, on va dire ça a été une guerre, finalement, où on n'a pas, comment dirais-je, on n'a pas monté aux extrêmes. Mais une victime reste une victime. Et quand il y a, même si les chiffres sont peut-être à ce stade moins élevés que dans d'autres conflits, quand il y a une volonté de cibler des civils, même si les chiffres de décès ne montent pas par dizaines de milliers, malgré tout, cette volonté-là, elle peut porter préjudice à Vladimir Poutine au sein même de son pays. Les Russes qui voient ça peuvent se dire, mais en fait, il est en train de faire n'importe quoi. Ça, c'est possible? C'est possible. C'est possible. Ceci dit, il n'y a pas la recherche systématique de faire le maximum de victimes. Il faut quand même le signaler. Voilà. Oui. Mais on peut dire à l'inverse qu'ils ne se privent pas de faire des victimes. Et qu'au-delà de Mariupol, il y a la ville de Kharkiv, qui est une ville russophone, qui a été incroyablement bombardée. Et je reviens quand même à ces élites russes à qui j'ai pu parler cette semaine. Elles savent très bien ce qui se passe. Et elles ont honte de leur pays. Et pas seulement les plus de 200 000 Russes qui ont quitté la Russie, ne se reconnaissant plus dans leur pays et qui se trouvent aujourd'hui, pour beaucoup, à Bakou, à Istanbul, ou pour les plus favorisés d'entre eux, en Europe, dans les républiques baltes. Et ce sera le mot de la fin. Très rapidement, allez-y. Je ne veux pas du tout passer pour, comment dirais-je, un partisan de la façon de procéder de M. Poutine, mais enfin, les guerres, j'en ai vu beaucoup sur le terrain. Bon, il y a des morts, il y a des morts. Il n'y a pas de guerre sans mort, c'est comme ça. Même si vous voulez faire le minimum, c'est comme ça. Donc, d'une façon générale, l'agresseur, c'est l'évidence, c'est M. Poutine. Et c'est lui qui va payer, à mon avis, les pots cassés parce qu'il s'y est mal pris. Excellent tacticien et, à mon avis, stratège médiocre dans la mesure où il s'est mis dans une situation où il ne l'emportera pas. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Gérard Chaliand et merci à vous Dominique Moïsi d'avoir été avec nous pour analyser cette question de la négociation avec Vladimir Poutine dans cette guerre en Ukraine. Merci beaucoup Julien. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du 1 Hebdo.